Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, les hauts responsables gouvernementaux et dirigeants politiques se sont réunis dans la ville allemande de Munich pour le forum annuel sur la sécurité. Au programme de cette année, le conflit syrien, la crise en Ukraine, la question des réfugiés ainsi que la menace terroriste. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré que le monde avait glissé dans une nouvelle guerre froide. Il a précisé que le conflit syrien ne pouvait pas prendre fin sans coopération entre la Russie et les États-Unis. Il a insisté qu'il n'y avait aucune preuve que les forces russes avaient bombardé des civils en Syrie. La déclaration de Medvedev intervient après que le Premier ministre français Manuel Valls ait affirmé que les bombardements russes de civils devaient cesser. Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait savoir lors de cette conférence que la Russie avait frappé des groupes d'opposition légitimes ainsi que des civils lors de sa campagne de bombardement en Syrie, et d'ajouter que davantage de troupes étrangères pourraient entrer en conflit si le dernier plan de paix échouait. Si le régime d'Assad ne se montre pas à la hauteur de ses responsabilités et si les Iraniens et les Russes n'obligent pas Assad à s'en tenir aux promesses faites à la communauté internationale, alors la communauté internationale ne va évidemment pas rester assise comme une idiote à ne rien faire. Il y aura une intensification de l'activité en vue d'accentuer la pression sur eux. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a brandi la menace d'une intervention militaire contre les combattants du parti kurde syrien qu'Ankara considère comme étant un groupe terroriste. M. Davutoglu a indiqué que la Turquie pourrait prendre, si nécessaire, les mêmes mesures en Syrie que celles prises précédemment en Irak et dans les montagnes Kandil. Il a aussi précisé que la Turquie s'attendait à ce que ses amis et alliés la soutiennent à ce sujet. Dans le même temps, l'armée syrienne continue de progresser contre les combattants, soutenus par l'étranger. La télévision d'État syrienne a annoncé que les troupes de l'armée syrienne avaient pris la ville de Tamoura samedi, offrant ainsi une base de surveillance de l'ensemble de la ville rebelle d'Ayan et des parties nord-ouest de la ville d'Adan. Le commandant en chef américain sortant des forces internationales en Afghanistan a indiqué que les troupes américaines présentes en Afghanistan ne joueront plus un rôle actif dans la lutte contre les terroristes talibans, et ce, malgré une nouvelle année de combat qui s'annonce difficile. Les forces présentes en Afghanistan ne participeront plus activement au combat, sauf en cas d'attaque de l'ennemi, où elles seront habilitées à se protéger. En cas d'attaque répétée, nous rappelons alors que nous avons la capacité de protéger les forces spéciales américaines, mais aussi les forces de sécurité afghanes. Il en va de notre engagement et de notre responsabilité pour la sécurité de l'Afghanistan. C'est pourquoi on peut toujours y voir des hélicoptères Apache, des bombardiers, des drones, ainsi que d'autres équipements de combat positionnés sur place. Je tiens ainsi à rappeler que la mission dans le pays reste inchangée. La Chambre des représentants américaine a voté à l'unanimité le durcissement des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Tout de suite, plus de détails. Le Congrès soumettra le texte au président Barack Obama. Les législateurs souhaitent que Washington, les Nations Unies et les autres gouvernements tiennent une position claire envers Pyongyang. La nouvelle loi adoptée inclut des sanctions secondaires contre toute personne ou entreprise commerçante avec la RPDC. Les nouvelles sanctions proposent de punir quiconque aidera le régime de Pyongyang dans la prolifération d'armes de destruction massive, dans l'acquisition de matériel de guerre, dans l'importation de produits de luxe, dans le non-respect des droits de l'homme et dans toute activité de cyberterrorisme. Les sanctions prévoient la saisie d'actifs, l'interdiction de visas et le refus de contrats publics américains. Et la Chine a déclaré qu'elle soutiendrait la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement de missiles. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissiles à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles.
En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. Passons maintenant à la République centrafricaine, où les électeurs sont de nouveau appelés à se rendre aux urnes pour le second tour retardé des élections présidentielles. Lors du premier tour du scrutin de décembre dernier, aucun des 30 candidats n'avait pu rassembler les 51% de suffrages requis pour s'assurer la victoire. L'ancien Premier ministre Anicet George Dologuélé, sorti vainqueur au premier tour, affronte le candidat indépendant Faustin Archange Touadéra pour la victoire finale. Les électeurs fatigués de la situation chaotique régnant dans le pays espèrent que ces élections, plusieurs fois retardées, ouvriront une nouvelle ère de paix et de stabilité après des années de sectarisme sanglant. En Égypte maintenant, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé au Parlement du pays. C'est le premier discours présidentiel de ce type depuis le soulèvement de la place Tahrir il y a 5 ans. Le président el-Sisi a déclaré aux parlementaires réunis qu'il avait de l'espoir pour l'avenir de l'Égypte. La capitale est toutefois restée verrouillée une grande partie de la journée. Mesures de sécurité sans précédent dans le centre du Caire. Toutes les voies menant au Parlement ou dans ses environs étaient bloquées. Les mesures de sécurité étaient si extrêmes que les aires de stationnement et les stations de bus comme celle-ci qui se trouve à 2 km du Parlement ont été interdites de véhicules pour prévenir le moindre risque sécuritaire. C'est la dure réalité de l'Égypte en 2016. Lors de sa prise du pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a promis de renforcer la sécurité dans le pays. Mais les risques d'attaques terroristes sont aujourd'hui omniprésentes et les attentats à la bombe sont devenus courants. Mais au sein du Parlement, le président el-Sisi a reçu un accueil chaleureux. La grande majorité des hommes politiques qui y siègent le soutiennent. Il a donc profité de l'occasion pour délivrer un message d'espoir. Les défis auxquels notre nation fait face légitiment les inquiétudes et les peurs qui nous habitent. Mais les réalisations sans précédent qui ont été accomplies avec la volonté des Égyptiens ne peuvent que donner l'espoir et transformer cet espoir en un devoir national. Le président el-Sisi a mis en lumière les projets de développement réalisés depuis le départ de son prédécesseur en 2013. Il s'est engagé à poursuivre le combat contre le terrorisme et à soutenir des solutions politiques dans des pays comme la Libye et la Syrie. Le message de l'Égypte au monde a toujours été un message de paix et d'amour. Nous ferons tout notre possible pour trouver des solutions politiques aux conflits en Syrie, à la crise libyenne et à celle qui touche le Yémen. Des solutions politiques également pour obtenir une paix globale et juste afin de résoudre la crise palestinienne qui a été et est encore un problème qui concerne directement le peuple égyptien. Ainsi, c'est depuis l'enceinte de ce Parlement que je renouvelle l'appel de l'Égypte au reste du monde pour unifier les efforts dans la lutte contre le terrorisme qui est devenu la plus grande menace contre l'humanité. Le président el-Sisi a parlé brièvement des événements de janvier 2011 en disant que l'Égypte avait échappé de peu à une conspiration qui aurait mené le pays dans une situation équivalente à celle que connaît la Libye aujourd'hui. Il a appelé les Égyptiens à s'unir pour lutter contre ceux qui pourraient à nouveau déstabiliser le pays. Nous continuons avec les dernières informations suite à l'incendie d'un parking à Hong Kong. La police a déclaré que selon les premiers éléments, il s'agirait d'un incendie criminel et qu'une nouvelle enquête était en cours. Le feu s'est déclaré vendredi soir dans un parking du quartier de Lai Chi Kok. Plus d'une centaine de pompiers sont intervenus pour lutter contre les flammes durant 2 heures avant d'y venir à bout. Au moins 5 explosions ont été entendues par les habitants voisins. Aucun blessé n'a été signalé, mais 31 véhicules ont été détruits. Un responsable d'une société de bus a signalé avoir perdu 4 bus dans l'incident. Les étudiants iront à l'école lundi, mais il sera difficile d'organiser des bus, donc ils devront louer des véhicules. À la suite de l'émeute qui a éclaté dans le quartier de Mong Kok le week-end dernier à Hong Kong, un certain nombre de politiciens et de groupes des affaires ont fait part de leurs inquiétudes, déclarant que les violations de l'ordre et de la loi étaient intolérables. Chang Che-kong, un membre du conseil exécutif de Hong Kong, a déclaré avoir été choqué et en colère par les affrontements. Il a déclaré que les vendeurs de rue n'avaient pas créé de controverse, mais que cela avait servi d'excuse pour débuter des actes de violence.
Chercher des excuses pour justifier ces actes n'aide pas les émeutiers, mais les porte à un autre niveau. Les gens devraient réfléchir à 2 fois à ce qu'il se passera prochainement suite à ces scènes de violence à Mongkok. Les responsables des forces disciplinaires de Hong Kong ont publié vendredi une déclaration conjointe condamnant l'émeute en apportant leur soutien à la police. Et samedi, la police a arrêté plus de 60 suspects et 40 d'entre eux ont été accusés de lien avec cette émeute. Tong Yok-sing, le président du conseil législatif de Hong Kong, a fait part de ses inquiétudes. Les gens ne devraient pas recourir à la violence, même s'ils étaient insatisfaits du gouvernement. Et la violence est inacceptable pour la grande majorité de la société. Les associations du commerce et de l'industrie de Hong Kong ont joint leur voix pour condamner l'émeute de Mongkok. Plus de 30 membres des associations se sont rendus au commissariat de police de Wan Chai samedi pour y rencontrer les policiers blessés. Ils ont installé une banderole devant le commissariat et affirmé leur soutien aux forces de police dans le maintien de l'ordre. Nous espérons tous une meilleure économie et de la prospérité. Nous sommes ici pour exhorter la police de présenter devant la justice ceux qui ont perpétré ces attaques vicieuses et permettre à Hong Kong de retrouver la paix et la prospérité. L'incident a à l'évidence dépassé les frontières de la liberté de réunion et il s'agit d'une atteinte criminelle sérieuse à la loi pénale. Les faits venant des médias montrent qu'il s'agit d'une émeute. Nous devons donner à ces gens et à leurs partisans un avertissement. À Taïwan, les recherches et les opérations de secours qui ont suivi le séisme étant terminées, les travaux de reconstruction et d'indemnisation vont désormais être au centre de l'attention. Les autorités de Tainan ont annoncé qu'entre 6 et 10 000 nouveaux dollars dévenus seraient versés à ceux qui ont été affectés par le séisme. Les familles des personnes décédées et des personnes gravement blessées recevront une indemnité de 2 millions de nouveaux dollars dévenus. Les autorités ont également annoncé qu'elles allaient trouver un arrangement avec les 109 familles qui ont perdu leur maison dans le tremblement de terre. Ces familles sont actuellement hébergées dans des hôtels, mais l'administrateur municipal a affirmé que cela n'était qu'une solution temporaire. Malgré tout, nombreux sont ceux ayant souffert du séisme qui expriment leurs inquiétudes vis-à-vis de l'avenir. D'après les accords passés avec les hôtels, les victimes du séisme ne peuvent y rester que jusqu'à la fin du mois de février. À ce moment-là, les autorités leur proposeront des lieux d'accueil. Mais nous encourageons aussi les victimes à trouver des logements par eux-mêmes. Je dois louer une maison et j'ai encore un emprunt de 2 millions de nouveaux dollars taïwanais à rembourser. Je ne sais plus comment m'en sortir. Samedi était le dernier jour de la semaine de vacances de la fête du printemps. Les Chinois ont pris le chemin des villes où ils travaillent. Des flots toujours plus importants de voyageurs ont été vus à travers l'ensemble du pays. Les autorités ferroviaires ont annoncé que 10,3 millions de trajets ont été faits sur la seule journée de samedi, le pic de cette grande migration de la fête du printemps. Nombreux sont ceux qui ont choisi de voyager en train à haute vitesse. D'après les autorités de l'aviation civile, on a compté 8,5 millions de trajets aériens au cours de 7 jours de congé. Cela correspond à plus de 70 000 vols, soit presque plus de 7% de plus que l'an dernier. La ruée du retour s'est également produite sur les routes. Mais la neige et un brouillard épais ont perturbé la circulation et samedi, 69 autoroutes du nord de la Chine ont été fermées temporairement. Des centaines de personnes ont paradé dans les rues de New York pour célébrer le Nouvel An chinois. Malgré un froid extrême, le mercure est descendu à -9 et de nombreuses activités d'extérieur ont été annulées. Mais la parade du Nouvel An lunaire a bien eu lieu à Chinatown pour l'année du singe. Les températures devraient cependant encore descendre dans la nuit avec des bourrasques allant jusqu'à -31. Parlons maintenant du Chinatown de San Francisco. C'est peut-être l'un des quartiers chinois les plus vivants d'Amérique, avec à chaque coin de rue habitants et touristes. Mais alors que les habitants célèbrent le Nouvel An lunaire, beaucoup espèrent que l'année du singe leur apportera un meilleur espace de vie. C'est le plus ancien quartier chinois d'Amérique du Nord et aussi l'un des plus denses. Le quartier chinois de San Francisco borde le très cher quartier des affaires et donc il n'y a pas véritablement de possibilité d'expansion. Les prix de l'immobilier dans le centre-ville de San Francisco font partie des plus élevés du pays. Et comme on le voit avec ce projet d'immeuble de bureaux sur 25 étages, il n'y a nulle part où aller si ce n'est vers le haut. Et donc le quartier financier a au sens propre la possibilité de faire de l'ombre au quartier chinois.
Alan Lowe a déclaré qu'il s'agissait là du résultat de 20 ans de travaux, car cet immeuble de bureau va bloquer les rayons du soleil qui n'atteindront pas Chinatown. Et le responsable des parcs, Alan Lowe, nous montre un ouvrage actuel censé faire le plein de soleil. L'extension du parc St. Mary vise à aboutir un espace de plus de 550 mètres carrés pour les rassemblements, faire de l'exercice et la relaxation des habitants. Cette extension sera le premier espace ouvert créé à Chinatown en 30-40 ans. Les espaces ouverts sont très limités à Chinatown. Les habitants du quartier vivent dans des conditions d'encombrement total. Ce que nous avons pour acquis, c'est-à-dire un salon, une salle à manger, tout cela n'existe tout simplement pas pour les habitants du quartier chinois. Cette extension est l'un des 5 projets d'espace ouvert qui se déroulent à Chinatown à l'heure actuelle. Et cela inclut une nouvelle station de métro ainsi qu'une place et une zone ouverte face à l'hôpital chinois, le lieu de naissance de Bruce Lee. D'autres projets majeurs sont à l'étude pour la place de Portsmouth, la zone la plus utilisée de San Francisco et de Chinatown. La directrice adjointe du Centre de développement communautaire de Chinatown, Cindy Wu, a déclaré que cette extension des espaces ouverts était le résultat direct du dur travail de la communauté. Je pense que nous nous trouvons dans le quartier doré des espaces ouverts de Chinatown. C'est vraiment car un certain nombre de choses arrivent en même temps. Pour les 20 ou 30 prochaines années, le processus a pris 10 ans. Désormais, les choses sont en construction au sol et tout sera réalisé au cours des 3 à 5 prochaines années. La transformation des célèbres artères comme celle-ci se déroule aussi cette année. L'année du singe sera des plus intenses, mais aussi celle qui apportera un trésor pour les futures générations, permettant aux citoyens de mieux respirer. La Saint-Valentin a contaminé le monde des animaux. Au parc José Luis Bastamente de Lima, les habitants amènent leurs animaux de compagnie pour légaliser leur union et faire se reproduire leurs chers petits. Certains sont même habillés pour l'occasion, d'autres conservent leur tenue naturelle. Les maîtres reçoivent un certificat de mariage délivré par le district de San Isidro avec les empreintes digitales des époux. L'événement a pour but d'éduquer les habitants à la propreté des lieux publics. Cela fait presque 30 ans que l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl a eu lieu. Cette zone dévastée d'Ukraine est restée désertée depuis. Toutefois, malgré les radiations, certains animaux sauvages commencent à se réapproprier les lieux. Reportage. Voici le site du plus grand désastre écologique du monde, abandonné depuis 30 ans. La zone radioactive de Tchernobyl en Ukraine est loin d'être sûre, mais certaines créatures ont décidé de faire leur retour malgré tout. Quelques chevaux sauvages ont été réintroduits en 1990 et se portent bien. Ils sont désormais environ une centaine. Et d'autres espèces sont même revenues d'elles-mêmes, comme des loups, des ours ou des lynx. L'exode humain a vu l'évacuation de 130 000 personnes en une période très courte. Cela a créé un vide que la nature s'emploie maintenant à remplir. Les animaux sont libérés de la pression exercée par les humains. La centrale a explosé le 26 avril 1986, répandant une radiation nocive sur la plupart du continent européen. Le bilan humain est très controversé. Les experts de l'ONU reconnaissent 31 morts parmi les employés de la centrale et les pompiers. Mais Greenpeace pense que la catastrophe a aussi provoqué 100 000 cancers. Une zone de 2800 km² a été vidée après l'explosion. La ville de Pripyat, toute proche, est devenue ville fantôme. La chercheuse Marina Shvrikia dit que leur retour de la vie sauvage est très positif. Un lynx est apparu et c'est une tendance positive. C'est un animal protégé, alors c'est formidable. On voit les lynx se produire ici et ils sont de plus en plus nombreux. En raison de la radiation, les animaux sauvages font moins de petits et vivent moins longtemps. Mais les experts disent que c'est surtout les humains avec l'agriculture et la déforestation qui sont les plus nocifs pour les animaux. On attend des milliers de touristes dans la zone et il est à espérer qu'ils ne viendront pas saccager ce nouvel équilibre retrouvé. Et on continue sur le thème des animaux. Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement sud-africain ont déclaré avoir redonné naissance à l'espèce de zèbre disparue appelée le quagga. Au cours des 30 dernières années, un projet dédié utilisant les meilleures techniques de reproduction sélective a permis de ressusciter l'animal mythique dont l'espèce avait disparu en 1880. Regardons. Le quagga,
Une sous-espèce de la famille des zèbres en partie rayée avait été entièrement décimée par les chasseurs de l'époque coloniale à la fin du 19e siècle. Mais récemment, un petit groupe de scientifiques et de défenseurs de l'environnement sud-africain affirment avoir redonné vie à l'animal au sein d'une réserve privée située à 2 heures de route au nord de Cape Town. Nous avons tenté de reproduire le quagga qui a disparu à cause de la chasse abusive, il y a maintenant de très nombreuses années. Le dernier quagga primitif est mort en 1883 dans le zoo d'Amsterdam. Et les critiques se sont constamment demandé au fil des ans pourquoi personne ne voulait ressusciter cet animal mythique. Nous avons simplement tenté de réparer les dommages écologiques causés depuis plusieurs décennies déjà. Nous avons également tenté d'obtenir une petite représentation de cet animal charismatique qui vivait en Afrique du Sud depuis plusieurs siècles. Au cours des 30 dernières années, les membres du projet Quagga ont utilisé des techniques de reproduction sélective à partir de zèbres des plaines, afin de redonner vie à un animal qui, selon eux, est identique au quagga des plaines, présent en Afrique du Sud depuis des siècles. Nous sommes arrivés à ce résultat à partir de la technique de la reproduction sélective. Nous avons rassemblé les zèbres des plaines du pays avec le moins de rayures possible et nous les avons fait se reproduire en petits groupes distincts. Ainsi, nous avons réussi à extraire le gène de l'absence de rayures, pour aboutir au final à des animaux avec de moins en moins de rayures. Certains rappellent qu'il s'agit là d'une interférence allant à l'encontre de la nature et qu'il était peu probable d'arriver à reproduire un quagga à l'identique. Les analyses d'ADN montrent clairement qu'il s'agit de la même espèce que celle des zèbres des plaines. Elles sont vraiment identiques. Il est possible, si vous préférez, de l'appeler variété ou sous-espèce des zèbres des plaines. Mais nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une espèce différente. Nous le rappellerons enfin que si l'espèce en question était très différente, tout le projet n'aurait pas à se justifier sur le plan scientifique. Alors que les critiques continuent de s'interroger sur les différents processus menés, les résultats sont là pour témoigner de la réussite des nombreuses tentatives. Le projet en est désormais à plus d'une centaine d'animaux reproduits, dont 6 faisant partie de la 5e génération depuis le lancement du projet Quagga. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme à tous sur notre antenne.